de menaces, de vulnérabilités. Il se trouve qu'il peut y en avoir beaucoup, et il y a des solutions pour les gérer. Et donc Nicolas Mattiocco, qui est CEO de Patrol, qui est à la fois un logiciel et une plateforme pour gérer les menaces, va nous en parler. Bonjour à tous, et merci déjà d'être là. On essaye de rester sur le format de 20 minutes. Pour moi, ça va être très dur, mais on va quand même essayer de le faire. Aujourd'hui, on va essayer de parler de menaces, de cybermenaces, et essayer de voir comment on fait. Rapidement, je suis fondateur de la société Patrol. C'est une société qui fait surtout des tests offensifs en continu. On fait tout ce qui est tests d'intrusion en continu, cartographie, cyberexposition, etc. Et tout ça, ça repose sur un premier projet open source qui s'appelait Patrol Manager, Patrol Engines, qui permettait d'automatiser et d'orchestrer des scans de vulnérabilité. Ça, c'était le projet initial. On a fait une société. Et aujourd'hui, on est membre de Systématique sur open source et cybersécurité. On est aussi accéléré par Exatrust et on a la chance aussi d'être dans le radar des startups. Voilà, maintenant. En termes de gestion des vulnérabilités, donc on a pas mal de choses à dire. En fait, c'est une activité au quotidien. La première mauvaise nouvelle, c'est que c'est une activité continue. On ne peut pas la faire one shot, il faut la faire vraiment de manière continue. La première des choses, c'est de pouvoir savoir gérer son périmètre. Son périmètre, c'est savoir faire de la cartographie, essayer de faire une analyse de risque pour essayer de comprendre quels sont les assets vraiment les plus importants, les plus critiques, les moins critiques, avoir une idée un peu du niveau d'exposition de tel ou tel asset, et de pouvoir gérer toutes les couches du système d'information. Sur ça, généralement, on essaye de faire un peu de veille sécurité sur les vulnérabilités qui sortent. On va essayer de faire aussi de la veille sur les attaques, un peu de cyber threat intel, en fonction du niveau de maturité de chacun. C'est un peu l'étude des menaces. En gros, les 100 acteurs les plus actifs par rapport à votre secteur d'activité ou la plateforme que vous avez. Et surtout, il y a tout un lot de contrôles actifs qu'on peut mettre en place. C'est des tests d'intrusion, d'audit de code, des scans de vulnérabilité, du threat hunting, aussi du bug bounty, ça peut rentrer là-dedans, et potentiellement du cyberscoring. Donc il y a tout un tas d'activités qui nous permettent d'évaluer le niveau de sécurité à un instant T ou de manière continue. Et tout ça, c'est bien joli, mais il faut faire du reporting. C'est bien de trouver une vulnérabilité, mais il faut encore pouvoir la remédier et la suivre dans le temps, et s'assurer qu'elle est bien corrigée. Et on nous demande aussi tout un tas de KPI pour évaluer le niveau de performance de son processus de gestion des vulnérabilités. Donc c'est un peu toujours la même ligne. Pour ça, une des premières réponses qu'on a apportées, c'est de pouvoir automatiser les contrôles. On s'aperçoit que un homme ou une équipe ne peut pas faire ça tout seul. On automatise. Il y a tout un tas de scanners de vulnérabilité qui existent, ou en tout cas des choses qui vont faire des contrôles. C'est plutôt bien dans le sens où ça nous permet de faire plus de contrôles, donc couvrir un périmètre plus large et pouvoir faire des tests plus en profondeur possible. C'est aussi la possibilité de pouvoir faire des tests plus souvent. En fait, si c'est les mêmes tests, on peut les répéter. Et donc, si on les fait plus souvent, on a des chances de réduire le temps moyen de détection et de correction d'une vulnérabilité. C'est plutôt cool. C'est aussi de le faire de manière plus efficace. L'objectif, c'est de limiter les tâches à faible valeur ajoutée. En gros, si une machine peut le faire, il faut la faire pour gagner du temps, sachant qu'on doit lutter contre un des plus gros challenges en cybersécurité, c'est qu'il n'y a personne. Il n'y a pas assez de monde qui est là pour faire le job. Et pour remplacer des humains qui ne veulent pas travailler en cybersécurité, on a des machines. On est aussi dans un monde de compliance, et pour pouvoir s'assurer qu'on respecte tout un tas de contrôles ou d'exigences de sécurité qui nous sont imposées par la réglementation, des partenaires ou des clients, il faut pouvoir automatiser les choses pour pouvoir suivre cette évolution dans le temps. Et ça, Chuck Norris est plutôt d'accord. Le gros souci, ça c'est plutôt la belle face de la médaille. Le revers de la médaille, c'est que si on fait plus de contrôles et qu'on augmente la fréquence, mathématiquement, il y a plus d'alertes, il y a plus de résultats, et il y a plus d'alertes à gérer. Et quand on va gérer des vulnérabilités sur tout son parc, ça devient vite un arbre de Noël. Et donc ça clignote dans tous les sens, il y a du rouge, du vert, du bleu, on ne sait plus vraiment où est-ce qu'on en est, et il va falloir essayer de trouver des solutions pour pouvoir s'en sortir, sachant que les ressources en termes de gestion des vulnérabilités sont contraintes, évidemment. Donc l'idée, c'est de pouvoir les traiter le plus efficacement possible. La solution,
une des solutions, c'est de prioriser en fait. Se dire on sera quasiment incapable de traiter toutes les vulnérabilités et donc il va falloir se focaliser sur les plus importantes à un instant T. Là, je vous fais une rapide histoire. Je travaille aussi dans un SOC, dans le CERT d'une institution financière. Et en gros, tous les matins, on se fait un peu le topo des dernières vulnérabilités à la mode. Et on se pose tout un tas de questions qui me permettent de dire, finalement, est-ce qu'on va le gérer en crise ou pas. On se pose des questions sur, déjà, est-ce qu'il y a un nom, un logo, un site associé. Donc là, c'est plus trop la mode en ce moment, mais en tout cas, on sait que ça va revenir. Et sachant que s'il y a ce type de catalyseur, potentiellement, c'est pas forcément une grosse vulnérabilité, mais nos chefs vont nous demander des comptes dessus. Donc, il va falloir quand même le traiter en priorité. On se pose la question du score CVSS de base, généralement. Savoir si on est vulnérable. Si on est exposé à partir d'Internet, est-ce que c'est exposé sur sur des assets critiques? Est-ce qu'on est au courant d'un exploit fonctionnel, au moins pour identifier la vulnérabilité et potentiellement l'exploiter? Est-ce qu'il y a un correctif? C'est pas toujours le cas. Est-ce qu'il y a une mesure compensatoire sinon, en disant ok, il n'y a pas de patch, mais désactiver tel composant ou telle chose, ça peut nous aider. Est-ce qu'il y a des catalyseurs de probabilité d'occurrence? C'est en gros savoir on a des informations qui nous disent est-ce que c'est exploit in the wild? Est-ce qu'il y a des attaquants qui sont en train de massivement exploiter cette vulnérabilité sur Internet ou auprès de leur cible préférée? Et est-ce qu'on en parle dans les news aussi? Parce que ça pourrait être d'autant plus de critères qui vont faire qu'on risque de se faire attaquer. Est-ce qu'on est déjà compromis? Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on est capable de détecter l'exploitation de telle ou telle vulnérabilité? C'est aussi côté Blue Team. Est-ce qu'ils vont être, si la vulnérabilité est exploitée, est-ce qu'on va être vraiment capable de pouvoir se dire, ok, on est compromis, on le sait, et on va traiter le problème plutôt en réaction aux incidents de sécurité. Tout ça pour dire, est-ce qu'on a assez de données pour gérer ce problème en crise, ou alors on suit le process normal? Les 3 feedbacks qu'on peut faire sur cette activité, c'est que c'est définitivement un job d'équipe. Il n'y a pas une seule compétence, une seule personne qui peut faire ça. Ça requiert vraiment plusieurs compétences dans les équipes sécurité, mais aussi dans les autres équipes de la boîte, de l'organisation et potentiellement des partenaires. C'est une activité continue, en fait. C'est la beauté du geste, c'est que les données ne sont pas statiques. Et en gros, du jour au lendemain, pouf, il y a un exploit qui sort, ça change la priorité. Il y a un correctif qui sort, qui n'est pas le bon, ça remet le truc sur la piste. Donc ça change tout le temps, il faut le faire vraiment de manière continue pour pouvoir être le plus efficace possible. Comment on fait pour s'en sortir? En gros, une des possibilités, c'est de s'aider de métriques qui vont nous permettre de faire du rating sur les vulnérabilités. La plus connue, c'est le score. Allez-y. Le score CVSS. Oui, généralement, c'est le truc le plus connu, mais qui est souvent sous-utilisé, mal utilisé. Généralement, ce qu'on utilise, c'est uniquement le CVSS de base, c'est-à-dire celui qui est relatif aux métriques sur la vulnérabilité en tant que telle. C'est des métriques sur l'impact de l'exploitation de la vulnérabilité sur les assets, les prérequis nécessaires, en gros, est-ce qu'il faut être authentifié, est-ce que c'est uniquement à distance, est-ce que c'est en local, est-ce qu'il faut avoir un accès physique potentiellement au device pour que ça s'exploite, etc. On a aussi des autres vecteurs qui sont intéressants, qui sont autour de la menace, en disant est-ce qu'il y a vraiment est-ce qu'il y a un exploit fonctionnel là-dessus? Est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment intéressés et qui exploitent massivement cette vulnérabilité? Et peut-être un des plus importants, et qui n'est jamais donné par les éditeurs de solutions, c'est les métriques relatives aux assets. C'est-à-dire qu'indépendamment de la vulnérabilité de sa portée, on doit se poser la question, est-ce que en termes de criticité de l'asset impacté, de son niveau d'exposition, en gros, est-ce que c'est une vulnérabilité sur un asset qui est exposé sur Internet ou un asset qui est au fin fond de la DMZ, ça n'a pas la même priorité. En gros, on a beaucoup moins de chances de se faire attaquer sur la DMZ au fin fond d'un trou d'un data center que quelque chose qui est exploité qui est exposé sur Internet et qui est ratissé toutes les secondes par les attaquants. Et l'autre critère, c'est la distribution. En gros, cette vulnérabilité, est-ce qu'elle est
uniquement sur un seul asset de son système d'information, ou alors est-ce qu'elle est sur 4000 assets de son système d'information, ce qui fait que ça va potentiellement augmenter la probabilité d'occurrence qu'une attaque se produise. Tout ça, tous ces critères sur les différents axes, ça nous permet de quoi? De prioriser pour pouvoir décider de la manière dont on va gérer la vulnérabilité, et notamment les 4 grandes actions qu'on peut donner. C'est ok, là il y a trop de red flags, on va le gérer en crise. Ça peut être une CSIRT, on essaye de le corriger on se mobilise pour corriger le plus rapidement possible, quoi qu'il en coûte. On va essayer de faire, sinon ça va être une correction immédiate avec un suivi. Sinon aussi on peut se poser la question en se disant ok, on a une vulnérabilité, mais bon, les vulnérabilités on arrive tous les jours, on va pas forcément cramer beaucoup de pétrole là-dessus, on va attendre juste la prochaine campagne de patching, s'assurer que c'est fait. Et la 4e, qui en fait dans pas mal de cas la décision qui va être prise, c'est corriger si possible. On n'a pas forcément les capacités de suivre toutes les vulnérabilités, donc c'est là on va juste faire la communication et on va espérer que ça soit corrigé. Là j'ai un petit exercice très rapidement. J'ai trois vulnérabilités typiquement avec les différentes cotations qu'on peut leur donner. La première vulnérabilité qui est ultra critique, qui est exploitable à distance, mais qui n'a pas d'exploit. Et la vulnérabilité 2 qui est moyenne, mais qui est exploitable à distance, mais qui a un exploit. Et la 3e qui est ultra critique, qui est exploitable sur Internet, qui a un exploit, mais il n'y a pas de patch. Alors, à votre avis, si on avait les ressources de traiter une seule vulnérabilité, laquelle on ferait? La 2. Eh ben ouais. Mais généralement, c'est la 2, parce qu'elle n'est pas forcément critique, mais par contre, c'est exploitable sur Internet et l'exploit est disponible. Et en gros, ces questions-là, on se les pose pour une, mais en fait, on doit se les poser sur toutes les vulnérabilités, on continue sur toutes les vulnes de nos clients. Il faut pouvoir scaler ce process. Et le dernier challenge, c'est de pouvoir monitorer. Autant monitorer les vulnérabilités, c'est plutôt facile, entre guillemets, parce qu'il y a tout un tas de bases de connaissances qui sont partageables, qui sont interrogeables, qu'on va pouvoir consolider, ou alors déjà prendre ces informations-là. Ce qui est plus compliqué, c'est d'avoir des informations sur les exploits et les métadonnées autour. Et c'est là où on essaye de travailler, d'apporter quelque chose avec la contribution de Patrol. Les gros challenges, c'est de savoir, de pouvoir savoir est-ce que l'exploit il est disponible, quel est son niveau de maturité, est-ce qu'il est vraiment fonctionnel, est-ce qu'il permet juste d'identifier que la vulnérabilité est exploitable, ou alors c'est un truc qui permet vraiment de casser la machine à distance, juste en exploitant le script. Est-ce que c'est un script? Est-ce que c'est juste une vidéo? Un blog post? Est-ce que c'est juste une analyse qui nous fait voir un peu d'assembleur en disant voilà, il y a un buffer overflow ici, démerde-toi pour l'exploiter? Il y a un niveau de maturité, un niveau de détail qui est vraiment différent d'une vulnérabilité à une autre. Il y a aussi, tout ça change aussi au fil du temps. Et on a une autre métrique, c'est l'âge. En gros, plus l'exploit est fonctionnel depuis longtemps, plus de chances on aura de se faire avoir. Là, notre proposition, c'est de faire un outil qui permettait de surveiller toutes les vulnérabilités, les exploits et l'actualité pour pouvoir partager les vulnérabilités et les métriques. Et pour ça, on a soumis Patroliers, je crois que c'était la semaine dernière, qui en a GPL V3. L'idée, pour nous, c'était de se dire, OK, on a un seul outil qui permet d'accéder à toutes les infos qu'un pentester ou qu'une équipe de sécurité a l'habitude d'aller voir. C'est NVD, ExploitDB, Metasploit, GitHub, faire les recherches sur GitHub et sur Twitter pour se dire ok, il y a un nouvel exploit qui sort parce qu'il n'est pas forcément bien référencé sur les plateformes mainstream. On a aussi Cbug, c'est l'exploitDB chinois, qui permet aussi d'avoir tout un tas de vulnérabilités et qui n'a pas... communément dans le monde occidental et américain, on utilise les CVE pour identifier les vulnérabilités, mais les Chinois utilisent à la fois les CVE et les CNVD. C'est leur propre identifiant de vulnérabilité. Donc eux aussi ont des vulnérabilités,
Et parfois il y a le mapping, mais parfois il y a pas. Donc il faut pouvoir surveiller un peu ce truc-là à l'international aussi. Patrolliers, c'est quoi? C'est une base de données en fait, c'est hyper statique. Vous mettez vos technos, donc les vendors, les produits, ou même les packages au sens NPM, PIP, Ruby Gems, etc. Vous les mettez sur monitoring, et en gros, dès qu'il y a une vulnérabilité qui pop sur la techno et la version que vous avez saisie, bah, vous êtes notifié par Slack, par mail ou même sur la plateforme. Pareil, on va aussi chercher les exploits dans toutes les formes qui existent, en essayant aussi de proposer un indice de confiance sur les exploits. Il y a une grosse masse de ce truc-là qui est automatisé, mais il y a aussi des choses manuelles qu'on met à disposition de la communauté. L'idée, c'est de pouvoir avoir un centre de surveillance, de pouvoir aussi améliorer le scoring. En gros, que vous puissiez rapidement se dire, ok, cette vulnérabilité, eh ben, elle est à 89, de 0 à 100, mais en fait, en cliquant sur les critères qui définissent mes assets, bah, ouf, on a déjà toutes les datas qui se mettent à jour. À la base, c'était une API, donc toutes les fonctionnalités et toutes les données sont accessibles par REST API. Il y a même un client Python qui permet de taper dans les API, et on a juste rajouté un petit front pour que ça soit un peu plus sexy et qu'on puisse l'exposer en SaaS. Globalement, on va récupérer des données d'un peu partout, surtout d'NVIDIA, de tout un tas de repos, GitHub, GitLab sur les différentes technologies sur les packages. Et sur les vulnérabilités, bah, c'est à la fois des bases de vulnérabilités, mais aussi des sites sur lesquels on partage des informations sur les vulnes ou les exploits. On va aussi s'accrocher aux advisories des vendors, et c'est là en gros le plus gros challenge pour nous, c'est qu'il n'y a pas un format centralisé et unique pour partager des bulletins de sécurité. Et donc c'est à nous d'aller voir les différents vendors en essayant de comprendre comment ils exposent leurs bulletins de sécurité, qu'on les suive, qu'on récupère déjà le backlog, qu'on les suive et qu'on les formate à notre sauce pour pouvoir les réinjecter dans la plateforme. Et globalement, on a aussi des personnes qui font des recherches et qui rajoutent les infos là-dessus. D'un point de vue très terre à terre, ça marche comment? C'est un front en Vue.js, un back-end Django, c'est du Python, un Postgre, un message queuing avec du Celery et RabbitMQ. Et on le déploie soit en application native, soit en Docker Compose ou via des scripts Ansible. Et il y a on a essayé de séparer l'application, les scripts qui permettent de récupérer les données. Patrolliers Feeds, c'est un repo qui est pour l'instant privé, mais qu'on met à disposition sur la plateforme. Les données en tant que telles, on les met à disposition sur la plateforme publique, dans le sens où la manière dont on le fait, on préfère garder la manière dont on récupère ces informations-là. Et on a le client le client Python qui permet de taper justement dans les API. Globalement, si on doit retenir quelque chose, Patrollier, ça permet d'identifier les vulnérabilités pour rationaliser les efforts et de gérer la manière, essayer d'être un peu plus efficace sur la gestion des vulnérabilités et la priorisation des menaces. C'est open source, AGPLv3, tout en REST API. On a aussi un mapping MITRE-ATT&CK. Je ne sais pas si ça vous parle. MITRE-ATT&CK, c'est un framework qui permet qui est un truc international, qui permet de référencer les threat actors, en gros les grosses équipes qui font de cybercriminels, la manière dont ils travaillent et vraiment les techniques utilisées. Et donc c'est un truc international qui nous permet de dire ok, typiquement nous on est une banque, on a tel et tel groupe d'attaquants qui attaquent généralement les banques, ils ont tel TTP, telle technique, et ils utilisent tel type de vulnérabilité. Ce qui permet de se dire, ok, si la vulnérabilité match nos critères, on va pouvoir recoter la vulnérabilité. Et voilà pour moi. Merci. Donc on attend vos questions. Oui. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de la micro ?
Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question. Le système donc récupère tout un ensemble de vulnérabilités et il les match avec des outils. La question c'est, pour voir si oui ou non il y a des croisements, ma question c'est est-ce que cette récupération des outils à vérifier, elle est faite uniquement de façon manuelle, elle est entrée dans la base, ou alors elle peut être faite via un scan d'un code sur un repo pour voir par exemple quelles sont les librairies utilisées, quelle version, etc. Alors aujourd'hui, c'est manuel. On peut aussi mettre le charger avec un fichier JSON, un fichier CSV. On va mettre toutes les technos au bon format et ça va rentrer dedans. On est en train de faire une extension de Patrollear, ce qui permet justement de faire cette collecte d'informations. En gros, si on est sur du Red Hat CentOS, c'est orchestré le RPM-QA pour récupérer les technos qui sont installés. En fait, nous, notre mapping il se fait avec le CPE. C'est l'identifiant unique de produits, de vendors de produits et de versions. Et en gros, tout l'enjeu, c'est de pouvoir mapper les technos à ce truc-là. Et ça, généralement, on l'a assez facilement. Un travail qu'on n'a pas encore fait et qu'on pourrait engager, c'est de se mapper avec du Nmap, du Nessus, de l'OpenVAS, qui font déjà de l'inventaire. Il y a une fonctionnalité d'inventaire où on a ces informations-là. Donc il faudrait parser ces informations-là et utiliser directement l'API pour le charger. Oui. Est-ce que vous pouvez rapprocher du micro? Dans le cas où, parce que les CPE, donc, elles sont créées lorsqu'il y a une vulnérabilité de trouver sur un équipement, et dans le cas où un équipement, il n'y a jamais eu de CVE trouvé, donc il n'y a pas forcément de CPE, est-ce que ce cas-là est géré et comment vous faites? Alors, il est géré, en gros, quand il n'y a pas de CPE, il n'y a pas de CVE, ça arrive. Ça arrive souvent pour tout ce qui est base de vulnérabilité sur des packages, enfin tout ce qui est vulnérabilité NPM, PIP, etc., qu'on récupère avec GitHub Security Advisory. Ça, en fait, c'est géré de la même manière. En fait, ça crée une vulnérabilité. On n'a pas le mapping sur les CPE, mais on a un mapping sur les packages, en fait. Et on ne va pas recréer un CPE sur un truc qu'on n'est pas sûr. Donc on peut toujours faire on va gérer les vulnérabilités de la même manière, sauf qu'on n'aura pas ce mapping avec le CPE. Est-ce qu'on a une dernière question? Non, merci alors. Merci à vous.